Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers étudiants, dans cette vidéo, on va essayer de voir un autre exemple concernant l'élasticité plane non coordonnée polaire. On va voir beaucoup plus comment euh, appliquer les conditions limites pour un problème quelconque. Donc, le but de cette application, on va calculer la distribution de contraintes et le vecteur de déplacement à n'importe quel point d'un coin fin illimité, donc défini dans le plan en coordonnées polaires. Ce coin-là sera soumis à un moment concentré à son sommet. Donc, vous pouvez supposer n'importe quel type de structure, donc que ce soit des structures donc, composées ou bien d'autres qui apparaissent donc de cette forme. Donc, un problème général dont la distribution de contraintes n'est pas forcément symétrique. Pour cela, donc, ce coin-là donc, est défini avec un angle de 2 alpha, donc alpha de part et d'autre de l'axe, et au sommet est appliqué un moment grand M. Donc, le coin, c'est celui-là, d'accord, et il est illimité ici, donc, dans cette partie-là, donc, avec un quelconque. Pour étudier ce coin-là, donc on se donne une fonction phi de Rθ est égale à Aθ plus B sinus de θ. On veut euh, étudier et utiliser cette fonction pour déterminer les contraintes et les déplacements en n'importe quel point, donc quel que soit le point ici, défini par sa position R et sa position θ, donc si vous voulez. D'accord? Donc, A et B sont des constantes qu'on va essayer de déterminer. On va suivre les étapes classiques. Donc, premièrement, on va vérifier que la fonction phi est bien harmonique. Donc, la 4 de phi est égal à 0. On va essayer d'appliquer toutes les conditions limites de chargement pour déterminer constantes A et B. Et on va déduire les pas de contraintes en un point quelconque. Après avoir déterminé les contraintes, donc on passe par les déformations et la compatibilité pour calculer le vecteur de déplacement UV d'un point quelconque. Ce sont les étapes classiques qu'on a l'habitude d'utiliser pour résoudre un problème de façon générale. Donc, est-ce que cette fonction qu'on a choisie est une fonction bien harmonique? Donc, remarquez que cette fonction, finalement, elle ne dépend que de θ. Elle ne dépend pas de R. Donc, ça, c'est fait pour étudier ce type de structure. Aθ plus B sinus de θ. Donc, si elle ne dépend pas de R, toutes les dérivées par rapport à R sont nulles, d'accord? Et il ne reste que la dérivée par rapport à θ, donc 1 de phi. Donc là, vous voyez, donc celle-là s'en va, celle-là s'en va. Il me reste celle-là, donc que je vais essayer de calculer. Donc, si je dérive 2 fois ça, celle-là, elle va disparaître parce que c'est 2 fois. Et celle-là, donc c'est 2 cosinus. Après, c'est moins 2, moins 4 sinus. Donc, que je divise sur R2, 1 sur R2. Voilà, moins 4 sur R2B sinus de θ. D'accord? Donc, bien sûr, nabla 4 de phi, c'est la dérivée par elle-même. Donc, on va essayer de la dériver par elle-même. Ce qui veut dire qu'on va essayer de dériver cette valeur-là, donc par rapport à R 2 fois, par rapport à R 1 fois, puis par rapport à θ 2 fois. Donc là, je vous laisse le soin et vous allez trouver donc moins 24 sur R4 plus 8 sur R4 plus 16 sur R4 multiplié par B sinus de θ. D'accord? Comme B sinus de θ, donc la somme de ça, donc ça donne 0. Et on en a la 4 de phi est égal à 0. Donc, ce qui veut dire que phi est une fonction bien. Je répète, à cette étape-là, je ne peux pas confirmer que phi de Rθ est une fonction dérivée. Je répète qu'une fonction dérivée, il faut passer par 3 étapes. Ça, c'est uniquement la première étape. La deuxième étape, il faut que cette fonction me donne une distribution de contraintes. Et la troisième étape, il faut que la distribution de contraintes soit vérifiée dans toutes les conditions limites de charge pour dire que phi est une fonction dérivée. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, la deuxième étape, la distribution de contraintes, on la connaît. Donc, sigma R, c'est 1 sur R d phi sur dr plus 1 sur R2 d2 phi sur dθ2. Sigma θ, c'est d2 phi sur dr2. Et taux Rθ, donc, c'est cette quantité-là. Donc, moins d sur dr de 1 sur R d phi sur dt. Donc, avec cette valeur-là, donc, c'est devenu très simple maintenant de faire ces dérivés-là. Donc, et on obtiendra sigma R, sigma θ et taux Rθ. Vous voyez que sigma et θ, c'est 2 de phi sur de R2. Comme phi R de θ ne dépend pas de R, donc celle-là va être nulle, ce qui veut dire que dans mon cas, je n'ai pas de contrainte tangentielle sigma θ, je n'ai qu'une, je dis tangentielle, je dis la contrainte perpendiculaire au rayon. Donc, pour dire que c'est dans la direction θ. Ce n'est pas la contrainte tau R θ, donc il est en contrainte de ces années. Donc, vous voyez que j'aurai une distribution de contraintes de ce type. La troisième étape maintenant, c'est de vérifier les conditions limites pour que je puisse calculer donc les constantes A et B de ces contraintes. Donc ça, ce qui m'intéresse, c'est ces constantes A et B donc, pour calculer la distribution de contraintes finale.
Donc, les conditions limites, maintenant, on est familier avec ça. Grand S, grand R bar et S bar, ce sont les charge de surface, donc c'est par unité de surface appliquée sur la face considérée. L, M sont les cosinus directeurs et bien sûr sigma R, sigma θ et tau R θ sont le tenseur. Donc, quelles sont les faces qu'on a dans ce cas? Donc, on a cette face-là. C'est la face θ est égale à plus alpha. Celle-là, c'est la face θ est égale à moins alpha. Et celle-là, c'est la face R quelconque. D'accord? Où θ varie entre moins alpha et plus alpha. C'est ça les faces qu'on a d'une façon générale. Donc, je répète, celle-là, c'est θ est égal à alpha. Donc, la normale de cette face, c'est celle-là. D'accord? Et la normale de cette face, c'est celle-là. D'accord? Ça, c'est les normales. Ce qui veut dire que la normale, elle est perpendiculaire au rayon R. Donc, ça, c'est le R, c'est l'axe R. Et ça, c'est l'axe perpendiculaire à R. D'accord? Donc, c'est l'axe qu'on a appelé θ. D'accord? Ce qui veut dire que avec le rayon, avec le rayon, elle va faire 90 degrés, donc cosinus c'est 0. Et avec donc θ, elle va faire 0, donc cosinus de 0, c'est 1. La même chose de l'autre côté, sauf que donc elle est de θ négatif, donc ce qui veut dire que là, c'est 0 parce que c'est perpendiculaire, et ça, elle fait pi donc par rapport à θ, parce que θ, il est dans ce sens, donc dans le sens contraire de la norme. Ouais. Les deux faces ne sont pas chargées, donc R et S sont nuls dans les deux faces. D'accord? Si je remplace ça, j'aurai sigma θ est égal à 0 et tau R θ est égal à 0. Pour alpha est égal à, pour θ est égal à alpha. Et sigma θ est égal à 0 et tau R θ pour θ est égal à moins alpha. Si je remplace ceci, donc j'aurai pour θ, euh, pour sigma θ, alpha est égal à, donc ça c'est L, 0 et 1, donc ça me donne tau R θ. D'accord, R bar qui est égal à 0. Et pour ici, donc, L c'est 0, M est égal à 1, sigma θ est égal à 0, ce que je trouve ici. D'accord. Sigma θ est déjà égal à 0, d'accord, dans les deux cas, quelle que soit la valeur de θ, il ne me reste que tau R θ qui est égal à 0, donc celle-là qui est égale à 0. D'accord, ce qui veut dire que A plus 2B cosinus alpha, 2 alpha, pardon, est égal à 0. Que ce soit θ est égal à alpha ou θ est égal à moins alpha, le cosinus de 2 alpha est pair, donc c'est la même chose, et on aura A plus B, A plus 2B cosinus de 2 alpha est égal à 0. Maintenant, il me reste cette face-là que je dois équilibrer, donc en condition de chargement. Or, cette face-là, bien sûr, elle est en face du moment appliqué, donc on n'aura pas le choix. C'est cette face-là qui va équilibrer le moment appliqué au son. D'accord? Or, si je prends un petit point ici, donc vous voyez le petit point ici, il a cette forme-là, donc si vous vous rappelez, donc avec ces valeurs, ceci c'est R d θ, donc si je prends le petit point, R d θ, d'accord? Et ça c'est dr. Donc, j'aurai une contrainte ici, sigma R, et j'aurai une contrainte ici, tau R θ. D'accord? Donc, vous voyez que ce point-là, sigma R et tau R θ, c'est lui qui va équilibrer le moment ici. Or, sigma R, elle est dans la continuité du bras de levier R, donc il ne va pas provoquer de moment. Seul tau R θ, donc, va provoquer un moment. Un bras de levier multiplié par le moment, donc ça me donne ceci. D'accord? Ça, c'est un petit élément. C'est-à-dire que sur toute la face entre moins alpha et plus alpha, j'ai plusieurs points considérés. Donc, je peux considérer plusieurs points ici. D'accord? Donc, maintenant, tau R θ est une contrainte. Je dois la multiplier par la surface d'abord pour avoir la force et multiplier par le bras de levier pour avoir le moment. D'accord? Le bras de levier, c'est celui-là, donc R quelconque. La surface, donc, tau R θ multiplié par R d θ. Donc, j'aurai ceci, cette surface-là, si vous voulez. Ça, c'est la surface multipliée par la contrainte pour me donner la force, multipliée par le R, d'accord, qui me donne le moment. Donc, si vous voulez, ça, c'est le dm, c'est le moment élémentaire au point considéré. Comme mon point varie entre moins alpha et alpha, il suffit de faire la somme de tous les points, ce qui veut dire que je fais une intégrale, donc le moins alpha plus alpha, du moment provoqué par tau r θ, qui doit être égal à m, donc le moment appliqué au son. C'est le seul point que on voulait utiliser dans cette application pour comprendre un petit peu cette notion d'équilibre au niveau des faces. D'accord? Donc, si je remplace, j'aurai donc ceci donc, comme deuxième équation. Première équation plus deuxième équation. Donc, deux équations à deux inconnus. D'accord? Ça va me donner donc une résolution en A et B donc, que je cherche
A est égal à moins 1 cosinus 2 alpha sur sinus 2 alpha moins 2 alpha cosinus alpha. Et B est égal à M sur 2 sinus 2 alpha moins 4 alpha cosinus 2 alpha. D'accord. Bien sûr, je remplace dans sigma R et tau R θ, et on aura donc la distribution complète et définitive, et bien finale, d'un point quelconque de ce point-là soumis à un moment constanté au sol. Donc, avec cette distribution de contraintes, maintenant, je peux calculer mon vecteur de déplacement. La même chose, donc, de la contrainte, je vais vers la déformation et de la déformation, je vais vers le déplacement par compatibilité. Donc, contrainte, Hooke, loi de compatibilité. D'accord? Donc là, c'est simple. Maintenant, epsilon R, c'est du sur dr. 1 sur E, sigma R moins sigma θ. Celle-là est égale à 0, donc parce que sigma θ est égal à 0, il me reste cette expression-là qui est égale à du sur dr. D'accord? Pour simplicité, donc, on va dire que cette constante m sinus, m sur sinus 2 alpha moins 2 alpha cosinus 2 alpha, c'est-à-dire ceci, on va la poser une constante quelconque pour ne pas trimballer cette constante le long de cette application. D'accord? On va la reprendre par la fin dans les résultats finaux. D'accord? C'est juste pour dire que finalement, du sur dr, c'est C sur E, donc c'est C sur E, d'accord? Moins sinus de θ sur R au carré. Donc C sur E moins, pardon, moins C sur E, donc c'est, non, il manque un 2, je pense. Donc c'est un 2, ici 2 ou bien ici 2C. Donc il manque un 2 ici, pardon. 2C sur E moins sinus de θ sur R au carré. Je pense que c'est correct. Donc, j'aurai moins une deuxième, ça c'est sigma R sur E, moins une deuxième sinus de θ sur R au carré sinus de alpha moins 2 alpha cosinus de θ. Donc, si je pose M qui est égal à sinus 2 alpha, M sur sinus 2 alpha moins 2 alpha cosinus 2 alpha, ça me donne donc ici bien un 2C. Donc, est-ce que là, l'intégrale est correcte? Donc, moins 2. Alors, du sur dr, c'est moins. Alors, l'intégrale de moins 1 sur R2, c'est 1 sur R, bien sûr. Donc, là, j'ai le 2C sur R, donc c'est correct. Donc, ça, c'est un 2 qui monte ici. D'accord? Donc, là, j'intègre par rapport à R. Le moins 1 sur R2, son intégrale, c'est 1 sur R. D'accord? Le 2 que j'ai oublié ici, donc 2C sur ER, sinus de θ. Bien sûr, j'intègre par rapport à R et j'ajoute une constante par rapport à θ comme d'habitude. D'accord? Pour le V, donc, je vais vers epsilon θ qui est égal à 0 est égal à 1 sur E, sigma θ moins nu sigma 1, pardon, epsilon θ n'est pas égal à 0, c'est sigma θ qui est égal à 0. 1 sur E sigma θ moins nu sigma R qui est égal à U sur R plus dV sur dθ. R dθ. Donc, je sors le dV sur dθ qui m'intéresse. J'ai déjà le E, donc je peux calculer dV sur dθ. Donc, avec cette expression-là, ça me donne donc, si vous voulez, cette expression que je vais utiliser dans mon intégrale pour déterminer le V de Rθ. Donc, dV dθ, ça, par simplification, me donne cette expression. Donc, en l'intégrant par rapport à θ, parce que je dois intégrer par rapport à θ, donc sinus 2 θ, si vous voulez, c'est c'est 1 demi de cosinus de θ, bien moins, moins 1 demi de cosinus de θ, donc le moins ici, le 2 ici qui s'en va, il me reste 1 moins nu, E sur R, C sur E sur R, cosinus de θ, moins l'intégrale de celle-là pour intégrer, plus une constante en R, puisque j'intègre par rapport à θ. Donc maintenant, il me reste à déterminer G de R et F de θ par gamma Rθ, donc qui est égal à tau Rθ sur J. Or, gamma Rθ, c'est du sur R dθ plus dV sur dr moins V sur R. Comme j'ai U et V, je remplace et je trouve donc tau Rθ sur G. G, c'est toujours E sur 2 facteurs de 1 plus 2. Donc, par identification des deux, vous voyez donc le gamma θ, c'est celui-là, le tau Rθ, c'est celui-là, et par égalité des deux, donc j'aurai cette égalité à la fin donc, de ce développement. Donc, la même chose, j'aurai une fonction en θ, d'accord? Et une fonction en R qui est égale à une fonction en R, d'accord? Plus une fonction θ qui est nulle. Vous voyez, donc, je fais une identification. Tout ce qui est R, donc, c'est celui-là. Donc là, c'est dθ, dfθ plus R. Non, ça, c'est l'équation donc, de tout à l'heure. Si je fais l'identification par rapport à θ,
Donc, c'est celle-là. Et par rapport à R, donc, il est égal à la fonction par rapport à R à droite. D'accord? Donc là, l'équation, on est habitué, donc ça, c'est le cosinus plus sinus. Et puis là, donc, c'est G de R qui est égal à L, une constante, C facteur de 1 plus sinus sur E, 1 sur R cosinus 2 alpha. D'accord? Donc là, avec F de θ et G de R, je peux les remplacer et avoir les composants définitifs de déplacement U et V. Remarque que, je répète, H, K et L sont des constantes d'intégration de déplacement, donc ils ne peuvent être déterminés qu'à partir des conditions limites de déplacement. Donc là, vous supposez votre peut-être votre point, par exemple, si vous supposez donc encastrer quelque part, ou bien appuyer quelque part, ou bien pour avoir les déplacements de n'importe quel point en calculant L, K et H. D'accord? On a déjà calculé par les conditions limites de changement, donc c'est ça là. Et puis donc, on aura l'expression finale de U et V. Donc là, vous pouvez calculer n'importe quelle valeur, donc que ce soit pour un L bien défini ou bien pour un θ défini et un fixe et ainsi de suite. Donc, vous aurez votre vecteur de déplacement. Voilà, donc je pense qu'on arrive à la fin de cette application. C'est encore une autre application concernant les conditions limites, pardon, concernant l'élasticité en coordonnées polaires. Je vous remercie. Je vous retrouverai donc dans une autre application. Merci.